Je ne voudrais pas qu'après mon intervention, ils me disent de là où ils se trouvent, « Père, pourquoi avez-vous fait cela à mon enfant ?» Je mesurerai donc mes mots pour ne pas donner l'impression d'une volonté de destruction. Je sais que vous pouvez réussir comme vous avez réussi en Corée du Sud, à Séoul, où je vous ai rencontré la première fois en tant qu'ambassadeur du Gabon là-bas. Il n'y a donc pas de raison qu'à la place où vous vous trouvez aujourd'hui, vous ne réussissiez pas. Si vous ne réussissez pas, c'est qu'on ne vous aura pas donné les moyens pour cela. Vous connaissez ce qui, pour moi, est la priorité des priorités dans un pays. La formation des intelligences et la santé. J'ai toujours exprimé ce souci par une formule que tout le monde connaît par cœur. Réciter école cadeau, hôpital cadeau. Je suis plus que jamais convaincu que tous les Gabonais peuvent aller à l'école sans payer les frais de scolarité, qu'ils peuvent se faire soigner sans payer. On parle des efforts faits dans le domaine de la santé avec la CNAM-GS, mais je mets la notation d'un enseignant sur une copie. Peut mieux faire. Je pense qu'il n'y a plus personne aujourd'hui qui croit ce projet irréalisable. Ce qui manque, à mon avis, c'est la volonté du pouvoir. Je vous informe à cet égard que depuis 2009, l'État a disposé de 18 000 milliards, soit 2571 milliards 428 millions 571 428 francs CFA par an. Que voyons-nous à travers le pays et notamment à Libreville? Des chantiers inachevés. Beaucoup d'enfants dans les rues parce qu'ils ne peuvent pas payer, parce qu'il manque des enseignants dans les lycées et collèges. Beaucoup d'autres assis à la maison parce que leurs parents n'en peuvent plus. Des enseignants qui courent désespérément après leurs droits insatisfaits, etc. Au niveau de la santé, on sait qu'en 2004, il y avait 395 médecins pour 1 300 000 habitants, soit un médecin pour 3 291 âmes. Dans ce domaine, il n'y a pas beaucoup de manifestations, car les morts ne peuvent plus marcher ni parler. Quant aux malades en lutte contre leur maladie, ils n'ont plus la force d'appeler au secours. On peut légitimement se poser la question de savoir ce que nous avons fait de l'argent de nos budgets. Je rappelle que ceux-ci n'ont jamais été aussi élevés que depuis 2009. S'agissant de l'éducation et de la santé, le Rassemblement pour le Gabon a préconisé et préconise toujours le retrait de ces deux domaines de la zone de la politique partisane pour les situer dans un espace au-delà du carcan de la majorité et de l'opposition qui nous tient prisonniers et nous empêche de penser vraiment à notre pays. Nous avons besoin de flexibiliser nos intelligences et de synergiser toutes nos compétences. Nous pourrions ainsi regrouper les enseignants, les membres de la société civile, les représentants des partis politiques, du gouvernement,
des confessions religieuses, des parents d'élèves, des leaders d'opinion pour concevoir ensemble un système éducatif et sanitaire stable, loin du spectacle auquel nous assistons actuellement. Il est grand temps que nous comprenions que la formation des intelligences doit passer avant la construction des autoroutes, des immeubles que nous voyons sortir de terre à travers Libreville. Car les intelligences peuvent construire des autoroutes et non le contraire. Il est inacceptable que depuis plus de 50 ans, le tronçon de route Libreville-Kango, 100 km à peine, soit toujours en chantier. Il faut avouer qu'il y a de l'abus. Je termine, Monsieur le Premier ministre, par une question. Monsieur le Premier ministre, puisque lors de la dernière campagne présidentielle, tout le monde a parlé de la gratuité de l'école et des soins médicaux, pour ne pas dire école cadeau, hôpital cadeau. Je termine en vous posant la question. À quand l'école cadeau, l'hôpital cadeau? Je vous remercie. Merci, honorables chers collègues. Je donne... Non, Niamou, c'est bon, vous avez respecté le temps. Je donne la parole à l'honorable Herman Dibanganga Ndongo, député indépendant de Lolo Wanya. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, je vous félicite du fait que vous êtes à la tête du gouvernement. Et j'ai beaucoup de soucis. La première est basée d'abord sur l'éducation par rapport au coefficient qui est déjà arrivé, qu'on a pris comme un des coefficients pour toutes les matières. Je ne sais pas pourquoi nous avons pris cette décision et est-ce que c'est d'abord l'évolution de nos têtes, nos élèves. Et la deuxième préoccupation, c'est par rapport à la faune et la flore. Nos mamans vivent des produits agricoles. Aujourd'hui, nous protégeons les animaux. Et nos mamans sont ravagées par des éléphants. Les plantations sont ravagées par les éléphants. Et, excusez-moi. S'il vous plaît. On écoute le collègue. Il s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Les plantations de nos mamans sont ravagées par les éléphants. Et aujourd'hui, ils ont dit à nos mamans de porter la plainte contre les éléphants au niveau des eaux et forêts. Et c'est cette plainte, ils ont fait cela. Ils ont déposé. Et jusqu'à présent, pas de suite. Monsieur le Premier ministre, vraiment, voici mes préoccupations basées par rapport un peu aux soucis du Gabon. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Merci, chers collègues. Vous ne vous êtes pas laissé impressionner par le léger bois. J'appelle l'honorable Gertrude Mfono-Edou, député indépendant, département du Thème. Chers collègues, vous avez la parole. Monsieur le Premier ministre,
Permettez-moi en premier lieu de vous féliciter pour votre nomination au prestigieux poste de Premier ministre. C'est le couronnement de votre fidélité et de votre adhésion à la politique du chef de l'État. Ces félicitations s'adressent également à l'ensemble des membres du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention votre discours de politique générale et la manière avec laquelle vous avez porté à notre attention cet ambitieux programme. Il vous faut des moyens pour sa mise en œuvre et pour réaliser des réformes indispensables à la préservation de la croissance, à la création d'emplois, bref, à l'instauration d'un environnement prospère qui puisse donner le sourire à la majorité des Gabonais. Monsieur le Premier ministre, ce jour est un jour nouveau pour vous. C'est votre intronisation devant le peuple. C'est également l'intronisation de votre politique, celle qui sera désormais votre référence. Dès cet instant, chacune de vos paroles a valeur de pacte avec vos compatriotes qui nourrissent aujourd'hui le rêve d'un mieux-être. En 2017, vous préconisez une politique qui doit bousculer les habitudes et devenir une politique en faveur du plus grand nombre. Elle doit donner des réponses et non des promesses. Quelques avancées, certes, dans le domaine de la route, de la santé, de l'éducation sont à souligner. Mais à côté de cela, le constat présent du Gabon présente un Gabon à deux visages. Le Gabon des villes, où tout n'est pas forcément rose, et le Gabon profond, cet arrière-pays, où les Gabonais craignent pour leur vie, faute de routes secondaires, même latérité, accentuée par la disparition des bases des TP dans certaines zones. Faute d'eau, des pompes hydrauliques sont hors d'usage, faute d'électricité, faute de médicaments dans les dispensaires. Les écoles sont en passe de devenir des églises, faute d'enfants à scolariser. Le député devient l'homme providentiel, en plus des missions qui lui sont assignées. C'est un tableau générique qui convient de remodeler. Monsieur le Premier ministre, le contexte actuel fait que les années se suivent, mais elles ne doivent pas se ressembler. Un bref regard en arrière en 2016 laisse apparaître que les ressources budgétaires étaient de l'ordre de 900 milliards, 660 millions, sur une prévision de 2000 milliards, 626 millions, soit un taux de réalisation de 36%. En 2017, les ressources nécessaires à votre ambitieux programme avoisinent les mêmes montants. Nos cœurs jubilent, mais le contexte économique, le niveau d'endettement, la récurrence des revendications freinent nos ardeurs. Nous enregistrons certes des projets nouveaux, mais certains projets figurent également dans les politiques antérieures et ont attendu leur exécution pour des raisons diverses. Leur justification reposait sur le développement du pays et le bien-être des Gabonais. Malheureusement, certains problèmes dans le domaine de la formation, par exemple, sont amplifiés et constituent aujourd'hui de véritables méandres dont les issues apparaissent comme incertaines. Vous affirmez, Dieu merci, que vous tiendrez vos promesses. Je prie pour que vous ayez les moyens financiers. La tâche qui vous attend n'est pas facile. La route vous est ouverte. Je vous remercie. Merci, honorable, chers collègues. J'invite l'honorable Roselendong
député du Parti démocratique gabonais. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, nommé le 28 septembre 2016, vous êtes venu ce jour, jeudi 10 novembre 2016, vous soumettre au rituel prescrit par l'article 28A de la Constitution. Vous me permettrez donc, avant toute chose, dans la position tribunicienne qui est la mienne en ce moment, de vous adresser à vous-même et aux membres de votre équipe gouvernementale mes très sincères félicitations pour la marque de confiance que le président de la République, chef de l'État, a bien voulu placer sur les uns et les autres. Bon vent, Monsieur le Premier ministre. Je souhaite que le bateau dont vous tenez aujourd'hui la barre puisse naviguer avec adresse et traverser le flot en toute confiance. Monsieur le Premier ministre, comme beaucoup de Gabonais, j'ai apprécié favorablement, en y voyant un facteur de décrispation politique, le fait que sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, vous ayez constitué un gouvernement ouvert à l'opposition. C'est une bonne chose. Mais le gouvernement étant un organe collégial, devant obéir à une unité de vision et d'action, dans la conduite de la politique de la nation que le président de la République détermine en concertation avec celui-ci, il importe désormais, pour la bonne règle, que les ministres issus de l'opposition se situent sur la même plateforme politique que le président de la République, tel que découlant du projet de société sur la base duquel les Gabonais l'ont élu. Il y a là, Monsieur le Premier ministre, une exigence de légitimité et de solidarité politique, par-delà la nécessaire clarification politique. J'en viens maintenant, Monsieur le Premier ministre, aux lignes d'action politique de votre programme, pour me réjouir de ce que le dialogue politique s'y trouve si heureusement en bonne place. Ce dialogue politique que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a voulu inclusif et sans tabou, a été réclamé de longue date. Il revenait simplement au chef de l'État qui était déjà favorable d'en fixer le tempo comme il vient de le faire. En notre sens, et comme beaucoup de Gabonais le pensent, ce dialogue devrait être regardé en termes de conditions sine qua non pour parvenir aux réformes voulues et à la poursuite du processus électoral. Il faut en effet arriver à un nouveau consensus de la classe politique de l'ensemble des forces vives de la nation pour partir sur de nouvelles bases. De ce point de vue, les propositions de l'homme politique, ancien candidat à l'élection présidentielle, Pierre Claver Maganga Moussabou, me paraissent dignes d'intérêt. Les Gabonais, épris de paix, d'unité, de stabilité et soucieux du développement de notre cher et beau pays, ne comprendraient pas que certains acteurs politiques veuillent aujourd'hui se dérober de cette idée salutaire sous de fallacieux motifs et qui n'en viennent à rendre impossible ce qui est indispensable. Ceci, Monsieur le Premier ministre, voulait m'amener à vous demander ce qu'il en est des modalités de mise en œuvre de ce dialogue national. On avait noté quelque temps une déclaration de votre ministre porte-parole. Mais aujourd'hui, vous venez de déclarer que les consultations irrelatives vont démarrer lundi prochain. Nous en prenons bonne note. De même, Monsieur le Premier ministre, nous voudrions savoir ce qu'il en est exactement du périmètre de ce dialogue. L'on sait par exemple que le président de la République, dans son discours d'ouverture, a donné des pistes en évoquant les élections à 2 tours, la limitation et la durée des mandats électifs. Tout devrait être mis sur la table sans tabou ni soupçon, avait-il indiqué.
ajoutant que le fond et le format des discussions devront être préalablement définis. Monsieur le Premier ministre, il faut aujourd'hui des réformes institutionnelles de fond adaptées aux exigences du moment. Et en dehors des pistes purement politiques que je viens d'esquisser, que je viens d'évoquer, il y a la nécessaire réorganisation administrative qui devrait déboucher sur la création de nouvelles structures administratives déconcentrées et décentralisées. Il est peut-être venu le temps de revisiter la loi 14/96 du 15 avril 1996 portant réorganisation territoriale de la République gabonaise. Dans ce même registre, la nouvelle loi sur la décentralisation prévoit notamment la création des communautés interurbaines afin de faire face au mieux aux attentes des populations. Qu'envisagez-vous à cet égard, Monsieur le Premier ministre? Monsieur le Premier ministre, je vous remercie de votre aimable attention. Je puis d'ores et déjà, vous assurer de mon soutien personnel et de mon soutien collectif, somme toute naturel. Merci. Merci, honorable. J'invite l'honorable Nzengi Miindou, député du Centre des libéraux réformateurs. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je viens de suivre très attentivement votre déclaration de politique générale. Aussi, avant de poursuivre mon propos, permettez-moi de vous présenter solennellement les sincères félicitations du CLR pour votre nomination au poste de Premier chef du gouvernement dans lequel font d'ailleurs partie deux de nos camarades. Recevez par moi, Monsieur le Premier ministre, les vifs remerciements des militants et des sympathisants du CLR. Monsieur le Premier ministre, s'agissant maintenant du sujet qui nous réunit ce jour, à savoir la présentation de votre déclaration de politique générale, conformément aux dispositions de la Constitution, nous apprécions votre détermination quant à l'accomplissement de votre lourde mission et nous relevons dans votre déclaration une ferme volonté de votre part de consolider la mise en œuvre de l'ensemble des projets du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dans son combat pour le développement du pays. Mais à côté de cette détermination, il y a lieu de ne pas occulter la tâche ô combien difficile qui vous attend. La représentation nationale entend les mots que vous venez de prononcer. Elle attend désormais davantage des actes, en faveur de nos concitoyens. C'est à ce titre que je me permets de vous rappeler humblement que les Gabonais attendent entre autres des actes politiques que vous avez si bien relevés. Et nous nous réjouissons à cet effet et à votre crédit de la nomination dans votre équipe des membres du gouvernement en charge du dialogue politique. Lequel dialogue, vous l'avez indiqué, les consultations commenceront lundi, qui est souhaité et attendu par la communauté nationale et internationale. Il va permettre certainement, au terme de celui-ci, bien sûr, de ramener la sérénité et de raffermir l'unité nationale. En tout cas, le CLR soutient et s'emploie à apporter sa modeste contribution. Des actes sociaux, Monsieur le Premier ministre. Là aussi, nous vous interpellons pour exprimer la nécessité d'étudier, d'examiner et de répondre dans la mesure des possibilités de l'État aux revendications des syndicats ainsi qu'aux préoccupations de notre peuple. Monsieur le Premier ministre, nous avons noté les engagements que vous venez de prendre devant la représentation nationale. Ils sont précis et sont parfois même datés. Nous nous en réjouissons. Et il n'est pas politiquement correct de notre part
de juger votre action a priori. Nous préférons la juger a posteriori. Vous avez les outils idoines entre vos mains habiles. Utilisez-les dans l'intérêt de tous. Le vote de confiance d'aujourd'hui porte bien son nom, car il faut redonner la confiance à nos concitoyens. Et ce sera le sens de notre vote favorable que nous exprimerons pour votre déclaration de politique générale. Je vous remercie. Merci, honorable, chers collègues. J'invite l'honorable Narcisse Massala Tsamba, député de l'Union pour la Nouvelle République. Chers collègues, vous avez la parole. Et vos collègues vont vous écouter religieusement. Monsieur le Premier ministre, je voudrais d'abord joindre ma voix à celles qui m'ont précédé pour vous féliciter pour votre nomination au poste tant convoité de Premier ministre. J'avais remercié en son temps votre prédécesseur pour avoir nommé un ministre dans mon village et même dans ma famille, même si cette nomination n'a fait long feu. J'observe tout simplement que toute une sous-région n'est pas représentée dans votre gouvernement. Ni Mongo, Mbirou, les Bamba, Malinga. J'ai pensé à un moment donné que cela était dû au petit incident caractérisé par le rejet dans cette sous-région du projet de société de l'émergence lors du dernier scrutin. J'observe que la Douya au nord qui n'a pas fait mieux à 2 ministres, que la Dola qui a à peine fait mieux à 3 ministres, que Tsamba Maoti, où l'émergence a enregistré une petite raclée, a vu un de mes petits frères du coin élevé au grade de général de corps d'armée. C'est vrai que chacun a son étoile et que chaque étoile brille d'un éclat différent. Mais l'existence des ministres dans notre sous-région aura pour conséquence l'absence ou la sous-représentation de ces cadres dans les administrations publiques et privées. Je vous dis maintenant, par exemple, que Migou, le département, n'a même pas un directeur d'administration centrale, à moins que celui-là ait été nommé ce matin en Conseil des ministres. Je voudrais vous restituer, Monsieur le Premier ministre, le diagnostic de l'état de notre sous-région qui se caractérise par l'absence de routes praticables, même en saison sèche. Aucune classe n'a été construite depuis 7 ans, sauf celle que j'ai construite à Blekindo. Les écoles à cycle ne comprennent généralement que 2 ou 3 enseignants. La sous-région est un véritable désert médical. Heureusement qu'il y a l'hôpital de Bongolo, mais conduire à bon port de Malinga à Bongolo un malade dont le diagnostic vital est engagé relève d'un véritable exploit. C'est 3 à 4 heures de piste pour parcourir 150 km. Et en l'absence d'ambulance, on emprunte des tacos dont les amortisseurs ont généralement cessé de vivre. Je me demande toujours ce que nous avons fait au bon Dieu. Le bon Dieu et l'émergence étant synonymes dans notre beau pays. Monsieur le Premier ministre, sur le plan national, il n'est un secret pour personne que l'État est à genoux. Il a toute la peine du monde à mobiliser les ressources pour faire face à ses obligations. Nos droits de tirage auprès de l'Institut de mission ont fondu comme neige au soleil. Les banques primaires ont depuis longtemps mis à mal leurs ratios prudentiels. La surliquidité autrefois caractéristique de notre système bancaire a été remplacée par une sécheresse à la saharienne. Les emprunts obligataires ne font plus recette. La crédibilité du Gabon a dégringolé auprès des investisseurs et bailleurs de fonds internationaux, si j'en crois, les agences de notation. Le peuple attend de voir comment la construction des stades, d'OIM, des ports gentils, etc., va avoir un fort impact sur la croissance, le développement et le bien-être des citoyens, comme l'affirme le ministre du budget de compte public dans son exposé de motifs du projet de loi de finances 2017. Tiens, Monsieur le Premier ministre, à quel niveau se trouvent les travaux du complexe omnisport Omar Bongo Ningbo, qui devait déjà abriter la CAN 2012? J'ai écouté avec attention
des nouveaux projets routiers dans l'estuaire. Mais M. le Premier ministre attend la fin des travaux de la route PK12 Toum, lancée en février 2009, pour 36 mois, alors que dans 2 ou 3 mois, on va commencer la 8e année dans l'exécution de ces chantiers. Le peuple attend de voir également comment se matérialisera la politique de l'égalité des chances axée selon un de vos ministres sur l'accès de tous à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé, à la sécurité sociale. Je connais une famille dont un enfant diplômé, ingénieur informaticien et maîtrisant parfaitement la langue de Shakespeare, est à la recherche de l'emploi depuis plus de 2 ans. Malgré les dossiers déposés ici et là, on lui a fait dire que l'enfant d'un opposant n'avait pas la priorité en emploi. J'ai fini par comprendre que l'égalité des chances avait des non-dits. Monsieur le Premier ministre, qu'est devenu le fonds mis en place pour les générations futures? Ne peut-on pas puiser un peu d'argent dans ce fonds pour qu'on s'occupe des générations actuelles, au lieu de continuer à nous endetter pour léguer à ces générations futures une ardoise qui risque de leur causer beaucoup d'indigestion? Monsieur le Premier ministre, pour quel pays et quel État venez-vous de présenter votre discours de politique générale? L'État a 3 agrégats. Si l'un de ces 3 manque, il n'y a plus d'État. L'État est un territoire, Monsieur le Premier ministre. Quel est l'état actuel de notre territoire, avec la porosité des frontières et une immigration qui a déplacé largement le seuil de tolérance? L'État, c'est une population, Monsieur le Premier ministre. Quel est l'état actuel de notre population? Et j'ai une autre préoccupation. La suppression de la mention coutume dans les actes de naissance, aujourd'hui, est un génocide culturel qui ne dit pas son nom. Et rien n'a été dit dans le Code civil. L'État est enfin un pouvoir politique organisé. Monsieur le Premier ministre, quel est l'état de notre pouvoir politique aujourd'hui? Tous les députés ont écouté avec une attention soutenue votre déclaration de politique générale. Chacun saura apprécier le contenu et tirera les conclusions qu'il voudra. Après ce que j'ai déjà dit, je vous demande simplement pour l'instant, Monsieur le Premier ministre, ce qui suit. Remettez le pays sur les rails. Remettez le Gabon au travail. Faites que les enfants aillent à l'école. Faites que les malades soient soignés. Faites que les fonctionnaires et les retraités reçoivent leur dû, ce qui leur est dû. Si tout ceci est fait, Monsieur le Premier ministre, il ne nous restera plus qu'à vous applaudir. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Merci, chers collègues. J'invite l'honorable Gisèle Akogé, épouse Toutou Messon, du Parti démocratique gabonais. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Premier ministre, je voudrais joindre ma voix à celle des collègues qui, tout à l'heure, vous ont adressé leurs félicitations. Je voudrais également adresser les mêmes félicitations à tous les membres du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, nous avons écouté avec beaucoup d'attention et d'intérêt votre déclaration de politique générale. Je voudrais dire que je m'y retrouve. Je m'y retrouve et je voudrais très sincèrement vous encourager à pouvoir mettre en place tous les leviers nécessaires pour que vos déclarations se transforment en actes. Toutefois, Monsieur le Premier ministre, le député que je suis voudrait faire un constat, et c'est normal, constat pour dire quelque chose qui me tient à cœur en tant que mère de famille, en tant qu'enseignante, faire le constat sur l'éducation nationale. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez rappelé, très à propos,
Après la tenue des États généraux de l'éducation et de la formation les 17 et 18 mai 2010, après l'adoption par les deux chambres du Parlement de la loi 21/2011 du 14 février 2012 portant orientation générale de l'éducation, de la formation et de la recherche, un outil indispensable à l'accélération pour une amélioration du système éducatif gabonais et de son rayonnement. Monsieur le Premier ministre, je vous l'ai dit, j'ai constaté avec regret que les mécanismes pourtant mis en place n'ont pas trouvé une application. Encore, cette rentrée scolaire, on a observé une rentrée scolaire partielle. Il y a encore quelques insuffisances et c'est pour cette raison, en toute fraternité et avec tous mes encouragements, je voudrais vous exhorter à prendre toutes les dispositions possibles pour que la sérénité revienne. Parce que l'éducation est un secteur prioritaire, acteur et facteur de développement, et je dirais même de l'émergence de notre pays, le Gabon. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le chef de l'État en a fait une priorité, pour ne pas dire une urgence. Aussi, Monsieur le Premier ministre, je vous demanderai, je vous exhorterai à faire ressortir le plan d'urgence d'éducation sur l'éducation mis en place par vos prédécesseurs. Vous retrouverez le document. Vous retrouverez donc le document sur le plan d'urgence de l'éducation mis en place par vos prédécesseurs. Je vous exhorterai à effectivement prendre toutes les dispositions pour le renforcement des capacités. D'ailleurs, vous-même, vous l'avez relevé tout à l'heure dans votre déclaration. Le renforcement des capacités, des programmes, ainsi que la construction des structures d'accueil des apprenants. Effectivement, là aussi, il y a des petites choses qui ne vont pas. Je vous sais capable de pouvoir faire le nécessaire. La réhabilitation des salles désuètes, la construction de nouvelles salles de classe des écoles, collèges, lycées et même universités. Vous nous l'avez promis. C'est pour ça que je vous disais que je suis confortée, j'ai foi en vous et je crois que vous pourrez faire quelque chose. C'est à travers tout ce que vous nous avez dit tout à l'heure, je crois que nous pouvons donner à notre jeunesse, à la jeunesse gabonaise, la possibilité d'avoir ce que nous disons tous, l'égalité de participer et de bénéficier de ce qu'on appelle l'égalité des chances à travers l'éducation et la formation. Donc, je pense que c'est là également la voie inéluctable pour tous ces milliers de Gabonais qui comptent sur vous, nous les mamans, nous les parents. Nous voulons compter sur vous, compter sur votre savoir-faire. Il y a un grand frère tout à l'heure, mon beau-père Paul Mbabesol, qui disait qu'il connaissait votre dextérité et votre savoir-faire. Je voudrais compter sur cela et vous dire, Monsieur le Premier ministre, nous avons foi, j'ai foi en vous. C'est pour cela que tout à l'heure, je voterai oui pour pouvoir soutenir votre programme. Et je crois qu'à travers moi, il y a également d'autres collègues qui vous apporteront notre soutien. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, chers collègues, pour ce soutien manifesté clairement. J'invite l'honorable Albertine Maganga Moussavou, députée du Parti socialiste démocrate. Vous avez la parole, chers collègues. S'il vous plaît, on écoute la collègue. Vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre. Au-delà du rituel constitutionnel de votre passage devant l'Assemblée nationale
pour votre déclaration de politique générale. La cérémonie qui nous réunit ce jour revêt, à mon avis, un caractère solennel et important, d'autant plus qu'il s'agit, ou il s'est agi, de décliner les principales orientations que vous comptez donner au déroulement de votre magistère à la tête du gouvernement de notre pays, surtout après les moments difficiles que nous venons de traverser et dont nous vivons présentement les conséquences. En effet, la conjoncture sociale, économique et politique particulièrement délicate, qui ne concerne pas que le Gabon, vous oblige aujourd'hui, plus qu'hier, à exprimer clairement à nos compatriotes les actions concrètes que vous allez mener en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Il s'agit, Monsieur le Premier ministre, de ne vous en tenir qu'à des actes pragmatiques qui changeront le quotidien du citoyen moyen en proie à de nombreuses difficultés pour sa survie. La crise économique actuelle, caractérisée par la réduction de nos ressources, notamment pétrolières, doit vous conduire à opérer des choix judicieux dans certains domaines essentiels pour notre pays. Permettez-moi de prendre quelques exemples. En matière de route, terminer le tronçon de la route nationale PK80 2 fois 2 voies, qui est aujourd'hui un véritable chemin de croix pour les usagers. Tout comme refaire la bande de roulement Bifoun-Lambaréné qui se dégrade actuellement. Dans le domaine de l'habitat, comment comprendre que des quartiers neufs comme Angondje soient encore en proie à des occupations anarchiques favorisant des catastrophes graves comme les inondations que nous venons de vivre il y a tout juste quelques jours? L'aménagement devrait précéder l'occupation humaine. Le bornage de terrain, leur distribution, la construction d'une quelconque bâtisse doivent se faire sur des lieux préalablement assainis. Monsieur le Premier ministre, je constate pour le déplorer que vous ne nous avez pas dit concrètement ce que vous comptez faire pour que l'école reprenne de façon effective dans notre pays. Certes, la crise post-électorale a été dure, mais comment comprendre que la rentrée des classes ne se fasse pas à ce jour? Parce que, entre autres, des tables-bancs n'auraient pas été acheminées à temps vers l'ensemble des établissements nécessiteux. Gouverner, n'est-ce pas prévoir? Nos enfants sont désormais pris en otage par les différents acteurs, hypothéquant ainsi leur avenir et décrédibilisant la valeur des diplômes délivrés. Une concertation sérieuse et sans tabou entre tous les acteurs du secteur à tous les niveaux de l'enseignement est aujourd'hui plus qu'impérieuse afin de trouver des solutions solides et durables aux problèmes qui minent l'éducation de nos enfants et assurer par ce canal l'égalité des chances que vous prônez. S'agissant de la formation professionnelle, je note avec intérêt que 3 centres ultramodernes vont être construits à Kok, Mvengue et Tchengue. Que deviendront alors ceux de Lambaréné, complètement disparus des écrans de radar, et celui de Mouila, qui depuis 10 ans peine à s'achever? Là aussi, il y a des efforts à faire. Par ailleurs, Monsieur le Premier ministre, jusqu'à quand la dépendance de notre pays vis-à-vis de l'extérieur pour notre approvisionnement en produits vivriers? Certes, des efforts sont en train d'être faits avec le programme Graines, mais au regard de ce qui se fait chez nos voisins, nous sommes encore loin du but, surtout en ce qui concerne la promotion des cultures vivrières. Et vous savez que
c'est la production des cultures vivrières qui impactera positivement le panier de la ménagère. À ce niveau, Monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas abordé la question des éléphants, des ravages des éléphants. Certes, vous avez décliné les grandes lignes de votre politique, de votre programme d'action, mais ce sont des questions qui concernent en particulier les femmes, et il est question ici de décennie de la femme et d'autonomisation de la femme. Je voudrais que vous regardiez cet aspect avec un peu plus d'intérêt. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez dit, l'accès à l'eau potable et à l'électricité, c'est une question vitale. Je voudrais me permettre de vous rappeler qu'il y a encore des situations difficiles à vivre, car dans certains quartiers de Libreville, les Gabonais veillent pour avoir de l'eau. Ce n'est pas normal. Et évidemment, il y a le comportement de la SEG avec les coupures intempestives. Et cette société a arrêté depuis longtemps d'être correcte. Et nous sommes victimes tous de ces coupures intempestives qui abîment nos appareils électroménagers. Monsieur le Premier ministre, je ne voudrais pas occulter la question très importante de l'impunité dans notre pays. Que comptez-vous faire concrètement pour que les crimes dits rituels puissent être stoppés et élucidés, afin que les auteurs et les commanditaires puissent être punis avec la plus grande sévérité? Cela redorerait le blason d'une justice qui devrait être indépendante et équitable pour tous. De même, concernant les crimes économiques, que comptez-vous faire quant au scandale de Postbank, dont la mauvaise gestion plonge dans la précarité de nombreux citoyens qui, ayant placé leur salaire ou leur épargne, se trouvent dans les passes aujourd'hui? Monsieur le Premier ministre, je me félicite de l'engagement ferme que vous venez de prendre quant à la mise en œuvre de la politique de décentralisation, dont la loi, comme vous l'avez indiqué, n'attend que les textes d'application. C'est à mon avis la solution idoine pour un développement harmonieux de notre pays. Tant que les Gabonais, dans leur grande majorité, continueront à être attirés par Libreville, à y affluer, à s'y agglutiner, tous les efforts d'aménagement, de construction d'établissements scolaires et sanitaires seront annihilés, car les populations de l'intérieur continuera à se vider, alors que de nombreuses structures et infrastructures y sont à l'abandon faute de population. Monsieur le Premier ministre, ces quelques questions que je viens d'aborder ont fait l'objet d'un engagement ferme du président de la République et de son gouvernement lors du précédent septennat. Mais certaines sont restées lettres mortes. Il s'agit donc pour vous aujourd'hui de tirer les leçons des erreurs de vos prédécesseurs, d'éviter d'annoncer de nombreuses mesures qui finalement ne pourront pas voir le jour. Il est important qu'un pacte de confiance soit établi entre vous, gouvernants, et le peuple gabonais. La valeur d'un gouvernement se mesure au respect des engagements qu'il prend et au nombre de promesses, et non au nombre de promesses non tenues. La crédibilité de votre gouvernement et la vôtre spécifiquement n'en seront qu'à ce prix. Monsieur le Premier ministre, soyez cependant rassurés. Nous vous accompagnerons, mais nous resterons vigilants au regard des engagements que vous venez de prendre devant la nation. Le dialogue inclusif que nous attendons devrait d'ailleurs permettre d'assainir un climat social propice aux affaires et à votre action en direction d'un peuple hagard, désabusé et incrédule. Alors, Monsieur le Premier ministre, réconciliez les Gabonais entre eux, réconciliez les Gabonais avec leurs dirigeants, bâtissez une véritable démocratie, non pas seule à géométrie variable, celle qui ressemble à une tour de Pise
qui penche toujours du même côté. Bâtissons ensemble, sans exclusive, une démocratie, véritable socle du développement qui nous survivra et garantira une paix sociale solide et durable. Avancez avec rigueur, certes, Monsieur le Premier ministre, mais avec prudence. Je vous remercie. Merci, chers collègues. J'invite l'honorable Guy-François Mungengi Kumba, député du Parti démocratique gabonais. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, de me donner la parole. Monsieur le Premier ministre, tout en vous félicitant d'être à la tête du gouvernement, vous êtes aujourd'hui dans ce nouveau cadre, nouveau que je mets entre guillemets, vous en savez les causes. L'Assemblée nationale a un handicap de taille. Vous avez dit vous-même tantôt que lorsqu'on est nommé, on sait, mais lorsqu'on part, on ne sait pas. Et vous êtes député. C'est en application de notre loi fondamentale que nous vous recevons ici malgré l'incendie. Le gouvernement étant responsable devant le président de la République et l'Assemblée nationale. L'incendie de l'hémicycle du palais Léomba nous a fait du tort. Monsieur le Premier ministre, je voudrais quand même savoir qu'est-ce qui est prévu pour nous accompagner à retrouver un fonctionnement normal à court terme. Monsieur le Premier ministre, les difficultés financières sont connues et vous en avez courageusement fait état. La curiosité que j'évoque est qu'alors même que les ressources se raréfient, le gouvernement persiste à maintenir la mesure d'importation des véhicules d'occasion vieux de 3 ans. Monsieur le Premier ministre, cette mesure nous a fait perdre 40 milliards en 2015 et je ne sais combien en 2016. L'autre curiosité que je relève, c'est qu'une décision avait même été prise et préconisée de rapatrier ces véhicules indésirables vers certains ports. Mais on ne savait pas qui devait prendre en charge ce rapatriement. Monsieur le Premier ministre, c'est une mauvaise mesure de lors que l'État réforme ces véhicules après 5 ans. Au niveau du Parlement, nous sommes tous unanimes, il faut retirer cette mesure et la revoir. Monsieur le Premier ministre, il y a un adage populaire qui dit « qui embrasse trop mal étreint ». Au début du dernier septennat, nous avons eu des budgets assez appréciables, d'où l'ouverture de plusieurs chantiers dans l'ensemble du pays, ce qui est une très bonne chose pour le développement de notre pays. Monsieur le Premier ministre, la réalité économique et financière liée à la conjoncture économique mondiale met un bémol. Pour l'heure, nous vous conseillons et insistons d'achever ce qui est entamé, notamment les routes, au lieu de lancer d'autres chantiers en dehors des écoles à construire impérativement. Vous l'avez dit, je voudrais tout d'abord vous remercier et l'ensemble du gouvernement pour le travail fait à la cité Damas, même s'il reste la bretelle de la SEG et celle des SAM vers le général Mangolo. Mais il y a Bisségué Château, Maison Blanche, Mindoubé 3, Golf INJS, Bangos Hôpital de Mélène. Nos amis chinois, s'il vous plaît, chers collègues, nos amis chinois ont fait un travail appréciable, mais le non-bitumage de cette tronçon commence à poser problème à l'orée des premières pluies. Il y a Ovan Makoku, Ndende Chibanga, Chibanga Mayumba, PK5, PK12, Ntoumoukango, la route de Bambouchine, la route de lycée d'Ibadiba, et là par ailleurs, je vous informe, Monsieur le Premier ministre, il y a un mouvement d'humeur qui se prépare. L'honorable Malonga, qui est député là-bas, en sait certainement quelque chose, parce que le lycée d'Ibadiba, l'accès est toujours difficile, le chantier reste inachevé. Monsieur le Premier ministre, il y a également l'électrification des quartiers sous-intégrés, parce que l'insécurité est liée en partie par le manque d'éclairage public.
Monsieur le Premier ministre, je parlais de la construction des écoles. Je sais que le gouvernement n'avait pas le choix pour les nombreux élèves admis en 6e. Mais à Damas, il y a un problème. Certains élèves qui étaient à cette école, transformés en CS, n'ont pas commencé. Car l'école jouxtant le nouveau CS est saturée et les parents sont embêtés. Je sais que Monsieur le ministre de l'Éducation nationale prend les dispositions pour cela, mais le gouvernement dont vous avez la lourde charge doit en être informé pour prévoir à l'avenir ce qu'il y a lieu de faire. Monsieur le Premier ministre, au moment où nous cherchons les ressources financières, je salue, et avec moi l'ensemble des collègues, la mise en application de l'impôt foncier. Mais Monsieur le Premier ministre, pour appliquer cet impôt, il faut au préalable l'immatriculation des terrains et des habitations. Or, malgré les instructions du chef de l'État, dès le début de son dernier septennat, les Gabonais ont toujours du mal à obtenir le titre foncier. Et nous savons que beaucoup d'habitations sont construites dans des zones non édificantes. Monsieur le Premier ministre, il y a effectivement à l'appliquer, puisqu'il y a déjà certaines zones qui sont urbanisées et organisées. Nous vous encourageons à mettre en place cet impôt. Monsieur le Premier ministre, voilà les quelques préoccupations que j'avais à vous poser, mais je voudrais sincèrement saluer avec moi l'ensemble des députés le travail réalisé en matière d'infrastructures, de santé, de routes nationales et surtout la diversification de notre économie. Heureusement, pour ce volet, cette orientation a été une très bonne chose par le chef de l'État et par le gouvernement. Et je terminais en vous demandant, Monsieur le Premier ministre, de réaliser la révalorisation de pensions et les services rendus parce que les retraités attendent. Je vous remercie. Merci, chers collègues. J'invite l'honorable Célestine Baogewa, députée du Parti démocratique gabonais. Chers collègues, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je fais mienne toutes les félicitations que mes prédécesseurs ont bien voulu vous exprimer à vous-même et à votre gouvernement ici présent. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le 23 mars 2015, lors de son passage dans la province de l'Ogooué-Ivindo, pour le lancement de la phase opérationnelle du programme GREN, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a décrété la période 2015-2025 comme étant la décennie de la femme gabonaise, tout en instruisant une consultation nationale pour faire un état de la situation des droits de la femme gabonaise. Au regard de la transversalité de la question des droits de la femme, il a été jugé opportun d'examiner les problèmes qui prévaut dans chaque secteur et dans chaque domaine de développement de manière objective et en toute impartialité. C'est le lieu de reconnaître ici qu'un travail méticuleux a été fourni et les parlementaires y ont pris activement part à tous les niveaux. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, au cours de cette consultation nationale, les femmes ont fait entendre leur voix en exprimant clairement leurs besoins, leurs attentes et leurs aspirations afin que des décisions soient prises au niveau politique, économique et social en vue de changer leur avenir. C'est ainsi que le 19 juillet 2016, le président de la Commission nationale consultative de la décennie de la femme gabonaise a remis officiellement le rapport général sur la situation de la femme au président de la République. Il ressort principalement de ce rapport que les domaines essentiels
qui permettront de garantir les droits des femmes sont l'éducation, la formation et son autonomisation, dans le sens le plus large possible, tel que défini par les organisations internationales. Faut-il rappeler ici que l'autonomisation de la femme est génératrice d'une croissance économique forte, plus inclusive et plus promotrice d'équité et de bien-être social. Monsieur le Premier ministre, avec une population estimée à 1 811 079 habitants, dont 52% constitués par la gente féminine, dont l'âge moyen est de 22 ans, place la femme au cœur du développement selon une approche intégrée et globale. Or, les femmes restent faiblement représentées dans la sphère politique, administrative et dans le domaine des entreprises. Les activités génératrices de revenus constituent un pivot remarquable pour le développement social, économique et politique de la femme. L'autonomisation des femmes, Monsieur le Premier ministre, implique donc une expansion des droits, des ressources, du pouvoir de décision et de la capacité d'agir de façon indépendante dans les sphères sociales, économiques et politiques. Les femmes parlementaires, reconnaissantes des efforts sans réserve du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, faisant de la femme gabonaise le claveau central de son action politique. On peut citer comme acquis irrécusable pour les femmes, notamment la loi accordant 30% des femmes aux fonctions électives, la protection de la veuve et de l'orphelin, la représentativité considérable des femmes au sein de votre gouvernement. Nous, femmes députées, ne pouvons que voter en faveur de votre vade-mecum politique. Monsieur le Premier ministre, j'ai deux aspects à développer, celui de la décennie de la femme, mais également la problématique de la décentralisation. La décentralisation effective, conformément à la loi 001/2014 du 15 juin 2015, est une des voies médianes pour sortir nos territoires du sous-développement. Cette loi nous invite à repenser la gouvernance de notre pays en l'articulant autour de la simplification administrative et territoriale pour un développement équilibré des territoires. Pour ce faire, la mise en œuvre de la décentralisation nécessite un courage politique certain. Vous venez de l'exprimer, Monsieur le Premier ministre, doublé d'une vision et d'une méthode. La décentralisation, Monsieur le Premier ministre, consiste en une refonte complète de la conception de l'action publique, son organisation administrative et territoriale, ses outils, ses processus de décision avec un fil conducteur qui est l'efficacité, la pertinence de l'action publique, la capacité de reprendre prise sur le réel et la responsabilisation des acteurs au plus près des citoyens. À tout le moins, cette loi clarifie le positionnement de l'administration centrale, souvent qualifiée, à tort ou à raison, de bureaucratique, coûteuse et moins réceptive à l'évolution des attentes des bénéficiaires devenus plus exigeants. Aussi, nous vous encourageons, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour sortir nos territoires de l'expectative de matérialiser cette loi. Notre empressement pour cette loi est instruit des expériences de développement jusqu'à présent infructueuses et inachevées. Rappelons que notre pays a été indépendant depuis 1960. En jetant un regard rétrospectif lucide, nous permet de nous rendre compte
de la distance parcourue, mais aussi des actes manqués en termes de développement des territoires. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Se tromper est humain, mais persister dans la méprise est criminel, surtout lorsque vous avez la direction de l'intérêt collectif, comme le disait saint Thomas d'Aquin. En somme, il revient à l'État d'animer la mosaïque des territoires et des êtres collectifs qui l'accompagnent sans se soucier, sans se substituer à leur pouvoir d'action, en veillant à l'expression pleine et entière de ce qui est devenu, qui est convenu d'appeler la démocratie active, participative et citoyenne. Toutefois, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, cette décentralisation ne peut être effective sans un transfert effectif de compétences adoubé d'une autonomie financière et de gestion. Cependant, il faut reconnaître à ce jour que la décentralisation demeure une vue de l'esprit, même si l'élection des autorités locales, avec leurs compétences résiduelles, en est le début de sa manifestation. Monsieur le Premier ministre, nous ne doutons pas de votre capacité de traduire en actes les attentes des Gabonais. Nous vous faisons confiance. Je vous remercie. Merci, chers collègues. J'invite l'honorable Gabriel Malonga Mouele, député du Parti démocratique gabonais. Vous avez la parole, chers collègues. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, merci de me donner la parole. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi avant tout de vous exprimer mes félicitations et vous souhaiter plein succès dans l'exercice de vos hautes et nobles fonctions en qualité de Premier ministre chef du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, j'ai écouté avec une attention soutenue la quintessence de votre déclaration qui suscite de ma part des préoccupations dans le cadre de votre volet social. En effet, le volet social, à mon humble avis, ne saurait se limiter à la lutte contre le chômage et à d'autres aspects que vous avez énumérés. Il devrait intégrer des aspects tels que la protection sociale qui, elle, préserve les citoyens contre les conséquences des risques sociaux, professionnels et sanitaires à toutes les étapes de la vie d'un individu. Il s'agit pour nous de prendre en compte l'homme, acteur principal du développement. Monsieur le Premier ministre, j'ai suivi attentivement, vous n'avez cité les AGR que 2 fois. Mais je dois dire que les AGR, activités génératrices de revenus, pilotés par l'OFNAS, et le projet Graines, sont 2 projets auxquels j'y crois fortement. Ces 2 projets réduisent le taux de chômage, la précarité et augmentent le pouvoir d'achat des citoyens. En réalité, ces 2 projets soutiennent l'économie à travers la création d'un tissu de jeunes entrepreneurs dans le pays. D'ailleurs, Monsieur le Premier ministre, comment pourrions-nous faire financer de façon optimale le fonds 4 de la CNAMGS relatif aux travailleurs indépendants et assurés volontaires si les AGR ne constituent pas une priorité? Monsieur le Premier ministre, à ce jour, le FNAS a financé une quarantaine de projets à Libreville, Port-Gentil et Oyem, compte plus de 1000 projets en attente de financement et dont les responsables ont été formés à la gestion des AGR. Il ressort que les remboursements se font régulièrement, ce qui est un bon signe. C'est pourquoi, Monsieur le Premier ministre, la représentation nationale souhaite que le projet Graines et les AGR soient implantés dans toutes les provinces du Gabon. C'est cela aussi l'égalité des chances. Monsieur le Premier ministre, le deuxième aspect du volet social concerne la situation de la CNAMGS. On note que les prélèvements des agents publics et la quote-part de l'État employeur ne sont pas systématiquement reversés à la CNAMGS. Les dépenses locales de santé par semaine, je dis bien par semaine, pour les fonds 2, les agents publics, et le fonds des Gabonais économiquement faibles sont de l'ordre de 600 millions de francs,
soit 2,4 milliards par mois ou 28,8 milliards par an. On observe que d'une année à une autre, les dépenses de santé augmentent à hauteur de 3,5 milliards de francs. Nous savons, vous avez parlé de la redevance à la téléphonie mobile, il n'y a plus que 2 opérateurs économiques dans ce domaine, Libertis et Airtel, Move ayant été avalé par Libertis, et Azur, nous le savons, n'a jamais payé cette redevance. Donc c'est aussi une préoccupation dans le cadre du financement de l'assurance maladie. En matière d'évacuation sanitaire, on note également quelques difficultés pour évacuer les agents publics. Au titre des prestations sociales, en général, on constate par ailleurs que les allocations familiales accordées aux enfants des Gabonais économiquement faibles n'ont pas été payées pour les périodes 2014, deuxième semestre, 2015 et 2016. Monsieur le Premier ministre, la représentation nationale souhaite que le gouvernement apporte des réponses fertiles à la CNAMGS en y reversant l'intégralité des retenues d'assurance maladie des agents publics, en y assurant le paiement de la quote-part de l'État employeur, toute chose qui devrait préserver cet outil précieux de politique sociale voulu par le président de la République et dont les bienfaits sont aujourd'hui ressentis par nos populations et appréciés à juste titre comme un modèle en Afrique. Aussi, lors de son discours à la Nation en décembre 2014, le président de la République avait-il demandé la création d'un fonds d'investissement hospitalier logé à la CNAMGS. Ce fonds serait alimenté par une quote-part des paiements effectués au profit des hôpitaux partenaires de la CNAMGS. Il y en a, je crois, 14. Et le chiffre peut évoluer en fonction des performances des hôpitaux. Monsieur le Premier ministre, à quand la mise en œuvre de cette décision présidentielle? Enfin, Monsieur le Premier ministre, la santé mentale demeure une préoccupation sociétale. La loi numéro 009/2015 du 7 mars 2016 fixant les modalités de prise en charge des malades mentaux et de protection de leurs droits en République gabonaise a été promulguée par le président de la République. Les textes d'application sont toujours attendus. À cet effet, la représentation nationale souhaite que la prise en charge de nos compatriotes, qui sont également des citoyens comme les autres, soit assurée par l'État et la CNAMGS, appuyée en cela par les familles et les associations de malades. Pour me résumer, Monsieur le Premier ministre, je constate, pour également me réjouir, que les 3 volets que vous avez déclinés sont intimement liés. Le volet politique étant la grande enveloppe, le grand chapeau, et qui contient en son sein les volets économiques et le volet économique et le volet social. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Merci, chers collègues. J'invite l'honorable Luc Oyoubi, député du Parti démocratique gabonais. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, de me donner la parole. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avant de faire quelques commentaires sur votre déclaration de politique générale, je voudrais tout d'abord vous féliciter pour votre nomination aux très hautes fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement. Cette nomination est l'aboutissement d'une brillante carrière de diplomate, suivie d'un brillant passage à la tête des départements ministériels du budget et des affaires étrangères. Elle couronne également une fidélité politique individuelle exemplaire, ainsi qu'une fidélité politique
de l'ensemble du triangle bleu. Je féliciterai également tous les ministres issus du PDG ainsi que les partis alliés pour la grande bataille menée lors de la dernière élection présidentielle qui a abouti à la victoire de notre distingué camarade président, ainsi que pour votre maintien ou nomination au gouvernement, au sein donc du premier gouvernement du deuxième septennat de notre président. L'âpreté de la bataille menée et les résultats obtenus par notre champion dans vos zones politiques respectives traduisent le mérite qui est le vôtre. Je voudrais enfin féliciter les jeunes issus de l'opposition qui ont accepté de monter dans le bateau de l'émergence pour ramer dans la même direction que le président Ali Bongo Ondimba afin d'arriver à bon port en 2025. Recevez tous nos encouragements pour avoir bravé les menaces de certains de vos anciens compagnons. Monsieur le Premier ministre, j'ai écouté avec beaucoup d'attention et de satisfaction votre déclaration de politique générale, notamment la partie économique qui me rassure en ce sens qu'elle prévoit, pour mener le deuxième combat annoncé dans votre introduction, l'adoption d'un plan de relance économique, lequel devrait nous permettre d'escompter à terme une croissance que je qualifierais d'avide, c'est-à-dire accélérée, verte, inclusive et diversifiée. En effet, pour espérer poursuivre la réduction significative de la pauvreté, la croissance économique devrait être, sur le long terme, bien au-dessus de la croissance démographique. Pour cela, nous avons besoin de réaliser des progrès de productivité pour répondre à l'impératif de compétitivité sur le marché local et à l'extérieur afin d'accélérer notre croissance économique. La mise en œuvre du plan opérationnel Gabon Vert permettra de concilier les besoins des générations actuelles avec ceux des générations futures. Ainsi, l'exploitation rationnelle de nos ressources va préserver notre capital naturel. Notre croissance verte aura une trajectoire originale qui concilie le développement économique et humain avec la maîtrise de notre empreinte écologique. Les axes 1 et 2 du programme pour l'égalité des chances relatifs à l'éducation, la formation et l'emploi permettront aux jeunes de participer activement à la création de richesses et d'en bénéficier grâce à une réduction significative du chômage des jeunes. L'axe 4 permettra d'assurer l'indépendance des femmes, de consolider leur accès aux hautes fonctions de l'État et de mettre définitivement fin aux discriminations envers les femmes. Les axes 3 et 5, relatifs aux soins de santé et à la lutte contre les privilèges, permettront à toutes les couches de la société de bénéficier de manière équitable des fruits de la croissance. Ainsi, la mise en œuvre du programme pour l'égalité des chances est un puissant catalyseur pour la croissance inclusive. Quant à la diversification de l'économie, la mise en œuvre des plans opérationnels sectoriels devrait nous permettre d'atteindre cet objectif. Cependant, dans le contexte actuel de morosité économique, il nous paraît très important de mettre l'accent sur l'amélioration du climat des affaires. Les indicateurs proposés par la Société financière internationale doivent servir de référence. Nous devons cependant ajouter à cela des indicateurs spécifiques tenant compte de nos particularités structurelles. Il conviendrait à ce niveau de réactiver le cadre institutionnel du suivi et de restructurer ce cadre de manière à ce que les personnes concernées par les réformes ne soient pas celles chargées de les mettre en œuvre. En effet, si les personnes chargées des différentes étapes de création d'entreprises, par exemple, sont chargées de réduire le nombre d'étapes, il y aura un risque de lenteur dans la mise en œuvre de la réforme. Monsieur le Premier ministre, j'ai noté avec satisfaction votre volonté de faire passer le ratio d'endettement de 39,4% en 2016 à 26% en 2021, soit largement
en dessous des 70% fixés par les critères de convergence de la CEMAC et aussi les institutions financières internationales. Il convient toutefois de rappeler qu'il y a quelques années, dans la stratégie d'endettement, nous avons proposé un plafond de 35% pour ce ratio dans un contexte de prix très élevé du prix du pétrole, pour qu'en cas de baisse brutale de ce prix, la hausse mécanique du ratio d'endettement qui en résulte par le biais de la baisse de la valeur ajoutée du secteur pétrole et donc du produit intérieur brut, qui est le dénominateur de ce ratio, ne nous conduise pas à un indicateur dépassant les 70%. Donc en résumé, les 35%, c'était un ratio prudentiel, étant donné qu'on savait que le prix du pétrole, forcément, après avoir atteint ces niveaux très élevés, devait forcément chuter. Et quand il chute, le ratio monte de manière mécanique. Alors, si on avait maintenu le niveau international de 70%, en cas de hausse mécanique, il dépassait les 70%. C'est pour ça qu'on l'avait ramené à 35%. Donc les 39% ne sont pas du tout hors normes par rapport à la CEMAC. Donc dans ces conditions, le ratio de 39,4% est totalement raisonnable. Dans ce domaine de l'endettement, la préoccupation majeure reste plutôt le remboursement de la dette intérieure, auquel s'ajoute le remboursement de la TVA. Ces deux préoccupations peuvent conduire, dans certains cas, à une cessation d'activité des entreprises qui est préjudiciable, malheureusement, à l'emploi des jeunes. S'agissant toujours de l'endettement, je vous encourage, Monsieur le Premier ministre, à poursuivre la transparence dans le processus d'endettement de l'État, même si cette transparence est perçue comme une propension à augmenter les engagements de l'État. En effet, par le passé, les avances de la Banque centrale étaient consenties aux trésors nationaux pour des montants atteignant des centaines de milliards à des taux d'intérêt très élevés, sans que le grand public ne soit informé. Aujourd'hui, pour lever 10 milliards de francs CFA sur le marché, l'État informe le grand public par voie de presse. Ceci donne aux observateurs non avertis l'impression que l'État s'endette plus que par le passé. Monsieur le Premier ministre, je suis entièrement d'accord avec vous pour ramener la masse salariale à des proportions telles que prévues par les critères de convergence de la CEMAC. En effet, outre le non-respect du critère de convergence sous-régionale, l'augmentation considérable de la masse salariale combinée à la baisse des ressources globales de l'État et de la rigidité à la baisse de la masse salariale nous a progressivement éloignés d'un objectif important qu'avait fixé le chef de l'État, à savoir affecter 40% de nos ressources aux dépenses d'investissement. Ces investissements devaient nous permettre d'améliorer les infrastructures, le capital humain, le capital naturel et la gouvernance, qui sont les 4 fondations du plan stratégique Gabon émergent et qui soutiennent ces 3 piliers de croissance. Pour maîtriser la masse salariale, nous devons aussi tenir compte de ce que certains groupes de pression contribuent par l'aboutissement de leurs revendications à la hausse importante de la masse salariale. La gestion de relations avec ces groupes de pression me paraît primordiale pour une maîtrise de la masse salariale. Plus généralement, certains groupes exercent des forces centripètes visant à faire dérailler le train de l'émergence. Il appartient au gouvernement d'exercer des forces centrifuges de manière à maintenir ce train sur le rail. Dans cette bataille, nous comptons sur vous, Monsieur le Premier ministre du gouvernement, pour maintenir le train de l'émergence sur les rails et à grande vitesse, pour qu'il arrive à destination en 2025. Encore une fois, Monsieur le Premier ministre, nous vous félicitons. Nous vous apportons tout notre soutien pour que les objectifs que vous avez judicieusement fixés soient atteints afin que la vision du Gabon déclinée par le président de la République chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, devienne une réalité pour le mieux-être et la prospérité partagée du peuple gabonais. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Nous connaissions tous le triangle des Bermudes, mais grâce à vous, nous nous sommes enrichis, puisque nous avons appris qu'il existait un grand triangle bleu. Pour clôturer les interventions, j'invite le président du groupe parlementaire PDG à prendre la parole. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, quand on fait des compliments, il y a tendance
Alors, au nom du groupe parlementaire PDG, je vais vous dire aussi, vous féliciter respectueusement. Féliciter aussi l'équipe qui vous entoure. Et dire que une nomination au poste de Premier ministre tient compte de beaucoup de facteurs. D'abord la capacité, la confiance, mais aussi les circonstances. Et nous traversons des moments qui ne sont pas, qui n'ont jamais été ceux auxquels nous étions habitués dans notre pays. Le Gabon était un pays de paix, où tout le monde pouvait discuter, où tout le monde s'aimait. Nous avions des divergences, certes. Il faut en avoir, puisque nous sommes en démocratie. Mais ce que nous avons vu là, et ce que nous vivons là, on ne connaissait pas ça. Tout le monde a été surpris. Et même si quelqu'un, un de mes collègues, a dit ce poste si envieux, c'est vrai. Tout le monde veut être Premier ministre. Mais je suis sûr que dans les circonstances que nous connaissons là, il y aurait beaucoup d'hésitation. Alors c'est pour vous dire que vraiment nous sommes à côté de vous, derrière vous, avec vous. Et plus que jamais, cette complémentarité de synergie entre l'exécutif d'une part et le Parlement, singulièrement l'Assemblée nationale, est plus que jamais nécessaire. Il n'y a pas de concurrence. Il y a complémentarité. Et cela est d'autant plus vrai que, c'est vrai, nous ne sommes pas ici en milieu partisan, mais vous appartenez au Parti démocratique gabonais. Donc le Parti démocratique gabonais auquel vous appartenez, auquel vous tenez tant, vous ne le laisserez pas tomber, parce que c'est nous tous, nous tomberions. Et nous aussi, on ne vous laissera pas tomber. C'est pour cela que tout ce qui vient d'être dit, je ne serai pas long, Monsieur le Premier ministre. Vous avez vu que mes prédécesseurs, mes collègues, se sont longuement étendus, et c'était fait volontairement, pour que chacun puisse s'exprimer. Alors moi je dirais tout simplement que ce qu'ils ont dit, considérez-le comme des ajouts, comme des conseils, comme des contributions. Naturellement, nous aurions voulu voir les choses avancer plus vite. Mais qui ignore la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons? Quand il faut faire feu de tout bois, quand on ne sait plus, comme ce roi, pendant au Moyen-Âge, qui avait son fils, je ne sais plus s'il s'appelait Robert ou... Mais, alors, il était là, le fils tournait à droite, lui tournait à gauche, parce que les ennemis étaient de tous bords. Et c'est la formule qu'on a reprise aussi en disant que protégez-moi de mes amis, car je m'occupe moi-même